Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Et aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir, Denis Masseglia, parce que vous êtes le premier député à rentrer dans la jungle de Story Jungle. On est très content. Bonjour Denis. Bonjour, j'aime beaucoup Bienvenue dans la jungle, ça me rappelle une chanson de ma jeunesse que tout le monde connaît, les Guns. Voilà. Et aujourd'hui, on est accompagné, live exceptionnel, dispositif exceptionnel. Je suis ravi d'être accompagné aujourd'hui par Alexandra de la rédaction, Alexandra Clini de la rédaction de Story Jungle. Salut Alexandra. Bonjour. Voilà. Et donc, Denis, on est ravi de vous avoir parce que on va pouvoir discuter aujourd'hui avec vous effectivement de comment la plateforme Twitch est en train peut-être, vous allez nous dire si vous partagez cette opinion, de devenir un nouveau terrain de jeu pour les politiques. Alors, vous, pour vous présenter en une seconde, vous pourrez compléter si le tableau, qui va être très très succinct, n'est pas juste. Donc, vous êtes député La République En Marche de Maine-et-Loire depuis 2017, donc depuis 3 ans. Vous êtes gamer, on va dire depuis toujours. C'est bien ça? Exactement. Et vous êtes sur Twitch depuis que la plateforme existe, depuis une petite dizaine d'années. Mais vous streamez depuis combien de temps? Depuis... En fait, je stream depuis maintenant 7 à 8 mois, c'est-à-dire en tant que créateur de contenu. Sinon, je suis consommateur de contenu depuis de nombreuses années. Le contenu est divers et varié sur Twitch. Et c'est vrai qu'en tant que passionné de jeux vidéo et d'e-sport, il y a un certain contenu, un certain nombre de contenus de grande qualité qui m'ont toujours intéressé. Ok, alors bonjour à tous, bonjour à l'audience aussi. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. C'est pas tous les jours qu'on a un député pour nos lives sur LinkedIn. Et moi, je voudrais commencer par ce qui est le sujet de ce live. On va rentrer directement dans la question. Est-ce que vous pensez, Denis, que Twitch est en train de devenir un véritable terrain de jeu pour les politiques? Est-ce que Twitch va jouer un rôle dès les régionales là, qui arrivent dans quelques mois, ce week-end, dans le week-end du 20. Le 20 et le 27 juin. 27, très bien. Et surtout, on a surtout en ligne de mire, enfin, on se pose la question sur l'élection présidentielle qui arrive en 2022, bien sûr. Et on a vu d'ailleurs que, voilà, on va y revenir, mais il y a déjà un certain nombre d'interventions qui ont fait pas mal parler. Alors, qu'en pensez-vous? Nouveau terrain de jeu pour les politiques? Est-ce que Twitch est un terrain de jeu pour la politique? C'est une question extrêmement précise et j'aimerais la voir de façon plus large. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus d'outils de communication pour toucher un maximum d'auditoires et toucher un maximum d'électeurs potentiels? La réponse est claire, elle est positive. Est-ce que pour cette élection de 2022, les outils qui existent vont être abandonnés? La télévision, la radio et toutes ces plateformes que je t'ai fait de standard? Clairement, non, ça va continuer. Néanmoins, il y aura une volonté aussi, je pense, de nombreux partis politiques, de nombreux candidats, d'aller toucher des personnes qui ne vont plus sur ces plateformes en allant sur des plateformes qui sont différentes. Avec une difficulté quand même assez importante à souligner, c'est que oui, on forme quelqu'un pour devenir commentateur à la télévision ou à la radio, on ne forme personne pour devenir streamer ou influenceur ou youtubeur. Et là, de stream, ça va arriver. Mais aujourd'hui, ça va arriver, mais on est aujourd'hui sur les prémices. Ce qui fait qu'on va avoir de nombreux politiques qui vont se lancer sur Twitch, clairement, avec des réussites qui seront diverses et variées en fonction de la capacité des personnes à maîtriser l'outil. Et quand je parle de maîtrise d'outils, c'est pas les équipes. Faire un stream aujourd'hui, techniquement, c'est pas compliqué du tout. La plus grande difficulté, c'est de trouver la façon de communiquer avec les viewers, c'est-à-dire les personnes qui sont sur Twitch. Pourquoi? Parce que si les personnes qui sont sur Twitch ne regardent pas la télévision, c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées par les contenus de la télévision. Si demain on fait du contenu de télévision sur Twitch, il n'y aura pas, il ne faut pas se mentir, de public. Il faut donc adapter le contenu aux personnes qui sont présentes, c'est-à-dire aux viewers. Alors justement, alors voilà, vas-y Alexandra, je t'en prie. Et selon vous, qui a particulièrement réussi l'exercice? En politique? Oui, en politique. Alors, juste
un petit mot de contexte. On peut rappeler que on a eu bien sûr d'abord, la politique sur Twitch existe depuis déjà un certain temps, avec notamment tout le travail de Jean Massier d'Acropolis. Et puis on a Samuel Etienne qui a donc le journaliste qui a commencé à streamer au début de l'année, je dirais il y a quelques mois, et qui notamment a réalisé ces discussions avec des politiques chez lui dans son salon, avec notamment François Hollande et Jean Castex, et les questions d'ailleurs qu'il invite d'autres personnes. Ouais, juste pour donner un petit peu de contexte, alors évidemment ça a fait beaucoup réagir. Qui selon vous a bien réussi l'exercice? Et si je peux rajouter, il y a aussi Gabriel Attal au mois de février avec sa cour d'influenceurs. Beaucoup d'influenceurs, 5 influenceurs. Vous me posez de nombreuses questions et je vais essayer de faire assez synthétique. Déjà, vous présentez deux types de création de contenu différentes. Il y a d'une part Samuel Etienne et Jean Massier qui réalisent du contenu informatif et je dirais du contenu de présentation, d'explication de ce qu'est la politique. Avec sa revue de presse, par exemple, Samuel Etienne explique la société, explique les sujets d'actualité de façon neutre et apolitique. Là où des personnes comme Jean-Luc Mélenchon ont fait des événements qui ont une vocation qui est différente, cette vocation ne consiste pas à expliquer de façon générale l'actualité politique, mais plutôt d'essayer de promouvoir une vision de la société. Et donc, on est sur deux approches qui sont différentes. Il faut pointer du fait que c'est parfois difficile de vouloir faire une expression politique sur Twitch parce que le consommateur, le viewer, vient pour chercher quelque chose qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'il est fort à parier que les personnes qui sont allées voir Jean-Luc Mélenchon étaient des personnes qui votent la France insoumise ou alors qui voulaient critiquer la France insoumise, mais il est peu probable qu'il ait réussi à toucher un public qui, lui, se pose des questions. Sur Twitch, à l'inverse de la télévision, on allume la télévision, l'information nous arrive, on écoute plus ou moins ce qui se passe. Inversement, sur Twitch, on va chercher un contenu parce qu'il nous intéresse. Et le vrai sujet pour 2022, c'est de voir comment on peut toucher des personnes qui, par défaut, ne sont pas intéressées par ces échanges-là. Pour essayer, quelque part, ne nous mentons pas, de les amener à partager la vision politique. Vous m'avez également posé la question de qui a le mieux réussi entre un ancien président de la République et un actuel Premier ministre. Je crois qu'il est nécessaire, et il sera nécessaire, de modifier l'approche qu'ont les politiques en responsabilité des médias. Et je crois que là-dessus, je vais un peu, excusez-moi la facilité, mais c'est ma pensée, rejeter la faute sur nos médias. Ah, bah voilà. Mais je crois qu'il faut dire les choses de façon très claire, et c'est mon ressenti. Le problème, c'est que quand on passe à la télévision aujourd'hui avec les chaînes d'information continue, c'est que chaque mot est analysé, réanalysé et vraiment décortiqué. Ce qui a obligé les politiques de s'adapter à cette évolution du média. Et donc, à construire des discours qui sont extrêmement précis et qui ne sortent pas du cadre qui a été défini. Et Twitch, c'est tout l'inverse. Il ne peut pas y avoir de cadre, il ne peut pas y avoir d'éléments de langage sur Twitch. Et donc, ça nécessite que les politiques s'adaptent à ce type de fonctionnement et à ce type d'échange. Et c'est pas facile. Et oui, c'est toute une question effectivement de transparence, de discussion directe qu'on voit effectivement sur Twitch et qu'on voit beaucoup moins dans l'ensemble des médias, avec une parole qui est forcément aussi contrôlée. Et puis, on a beaucoup dit sur l'intervention de Jean Castex, par exemple, chez Samuel Etienne, que de toute façon, il ne pouvait pas parler librement. Ce qui est Premier ministre de la France, c'est que
s'il dit des choses, enfin voilà, et qui lui échappent, enfin, qui vont trop loin, ça peut avoir des conséquences, que ce soit sur la crise sanitaire ou sur d'autres sur d'autres sujets. Donc il y a quand même aussi un piège dans effectivement le ton très libre de Twitch, que les politiques ont peut-être plus de mal à aborder, si ce n'est les politiques comme peut-être François Hollande, qui sont eux un peu plus libres dans leurs paroles de par leur situation politique actuelle. Il est peut-être plus à l'aise pour ce type de médias. Après, vous savez, chacun est différent et il faut aussi le pointer. Et puis aussi, le fait qu'il ne soit pas aux responsabilités fait qu'il a un ton de parole qui peut être beaucoup plus libre. Voilà, c'est un fait. Après, pour aller plus loin, vous avez tracé un portrait rapide du député que je suis. D'un point de vue personnel, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise sur Twitch que dans certains médias, tout simplement parce que je viens du monde du gaming. Ça fait depuis maintenant, depuis tout le temps que je fais du jeu vidéo, depuis tout le temps que je suis sur ces plateformes-là. Et donc, forcément, c'est une condition sine qua non pour venir sur Twitch, ou est-ce que les politiques qui viennent sur Twitch doivent connaître quand même l'univers du gaming, selon vous? Je ne pense pas qu'il faille connaître l'univers du gaming. Et si vous regardez bien les contenus que je réalise, je ne parle que très peu du gaming. C'est pas tant l'univers de gaming que la façon de communiquer sur Twitch. D'ailleurs, je vois une personne qui pose une question dans le chat, pourquoi il ne peut pas y avoir d'éléments de langage sur Twitch? Ça n'a pas de sens, les éléments de langage, c'est une technique de com, rien à voir avec le support média. Tout simplement. J'adore ça, parce qu'on voit bien que vous avez l'habitude, c'est l'habitude du streamer là. Vous avez pris la question avant que je la prenne, bravo. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à Valentine, Martin, Eve, Jean-Philippe, voilà, enfin tous les gens qui effectivement sont intervenus dans le chat. Et je vous invite à répondre à la question effectivement d'Olivier. Pourquoi il ne peut pas y avoir d'éléments de langage sur Twitch? Alors, les éléments de langage, ça dépend qu'est-ce qu'on définit comme éléments de langage. Sur Twitch ou sur tout autre média, on n'arrive pas la main dans les poches sans avoir rien préparé. Il faut connaître son sujet. Et ça, c'est bien sûr obligatoire. Il ne faut pas croire que l'ensemble des influenceurs, quels qu'ils soient, arrivent les mains dans les poches, ça ne marche pas. Et donc, il faut préparer, il faut connaître son sujet, et on pourrait qualifier ça comme maîtrise des éléments de langage. Néanmoins, quand il y a une question, il faut répondre de façon très précise à la question. Et si jamais vous commencez à construire une réponse, excusez-moi, de politique, c'est-à-dire pas forcément précise, un peu vague, pour essayer de répondre, sans se mettre en difficulté, tout simplement, les personnes qui sont sur le chat vont vous dire clairement, en vous disant « Arrête ta langue de bois, tu nous casses les pieds, c'est pas la réponse qu'on veut ». Twitch nécessite des réponses beaucoup plus courtes, beaucoup plus précises, et sans avoir toute une formulation, une construction de la façon dont on peut parler. Éléments de langage ou pas? Parce que quand les politiques ont commencé à être invités sur effectivement la chaîne de Samuel Etienne, il y a eu beaucoup de débats sur Twitch justement sur ce côté aseptisé qui pouvait arriver. Enfin, il y a eu beaucoup de levées de boucliers. Donc, pour répondre à la question d'Olivier, on peut avoir un discours similaire sur Twitch où il faut vraiment venir avec des codes radicalement différents. Puis après, on va parler de vos contenus à vous. Si on vient sur Twitch pour faire de la télévision, croyez-vous que les gens de la télévision qui regardent la télévision vont venir vous regarder sur Twitch? Non. Pourquoi les gens sont sur Twitch? C'est parce qu'ils ne sont pas intéressés par le contenu de la télévision. Donc, il est nécessaire de s'adapter. Je ne vois pas d'alternative à l'adaptation. Maintenant, est-ce qu'il faille se forcer pour s'adapter? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut faire faut faire confiance à ceux qui maîtrisent la production de ce type de contenu. Alors justement, on va parler des vôtres, Alexandra. Oui, donc vous faites des lives pédagogiques. Donc comment est née votre envie en fait de partager un peu les dessous des lois? Alors, à la base, je n'avais pas pensé, ne nous mentons pas, à créer des contenus, à créer du contenu sur Twitch. J'étais vraiment en tant que consommateur. Et j'ai participé à plusieurs lives sur Twitch sur des événements caritatifs.
dont l'un des derniers, c'était au mois de novembre. Je vais participer à un live caritatif sur Twitch qui est extrêmement intéressant et que j'encourage tout le monde à découvrir, qui est le Désherbus de l'espoir. Avec une stratégie extrêmement simple, c'est le jeu le plus nul de l'existence pour pouvoir récolter des fonds pour l'association Petit Prince. C'est-à-dire que vous êtes sur une route droite, toute droite, et vous conduisez un bus qui avance tout droit et qui se déporte très légèrement à droite, à une tendance qu'il faut le remettre au centre. Donc, le jeu est le plus nul. Et en fait, c'est un moment où on échange, où on discute. Et je trouve que ces moments-là, c'est des moments de très grande proximité avec les viewers. C'est-à-dire qu'on qui arrive et on répond sans avoir de journalistes qui trient les réponses, qui reformulent tout ça. On est vraiment sur une proximité qui a échappé depuis trop longtemps entre, d'une part, les concitoyens et d'autre part, les politiques. On a aujourd'hui un fossé qui est de plus en plus important entre ces deux entités, pourtant qui devrait être de plus en plus proche grâce à l'avènement des outils numériques. Il y a 20 ans, c'était compliqué de pouvoir discuter avec son député. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il suffit d'un tweet et d'une réponse pour que les choses se fassent en quelques secondes et voire quelques minutes. Donc, et je me suis dit, finalement, j'ai pointé ça, j'ai dit, ça serait bien que je crée du contenu pour échanger, pour recréer la proximité avec les personnes qui peuvent être intéressées. Et j'ai réalisé des premiers types de contenus qui étaient vraiment gaming. Venez jouer avec votre député. Donc, j'ai lancé ma chaîne Twitch. Les gens qui étaient sur le chat, venez jouer avec moi et on échangeait sur l'actualité politique. Et là, très rapidement, les gens m'ont dit, mais nous, en fait, ce que tu nous dis, Denis, c'est vraiment intéressant. Mais en vrai, quand on regarde la télévision, on ne comprend pas. Quand on écoute, quand on lit les articles, on ne comprend pas. On a besoin de gens qui parlent comme nous. Ça serait bien que tu réalises des Twitch sur lesquels on peut parler de façon plus précise des sujets, mais avec nos mots. Et donc, à cette demande-là, j'ai commencé à réaliser des Twitch qui sont hebdomadaires, c'est-à-dire chaque mardi soir, avec un invité. J'échange sur l'actualité législative. Et dernièrement, c'était le cas ce mardi, donc je dis il y a 2 jours, j'ai fait un nouveau type de format pédagogique qui était lui extrêmement pédagogique et qui va être amené à être dupliqué, fait à de nombreuses reprises, avec peut-être un peu de différence, peut-être un tout petit peu moins sur... ce type de format, c'est participer à la construction de la loi. C'est-à-dire, on va aborder un texte de loi et on va construire ensemble des amendements. Vous allez me faire des propositions, et si vos propositions, elles me plaisent, j'irai les porter au sein même de l'hémicycle. Et donc, j'ai fait ce premier événement, on a construit 4 amendements avec les personnes qui étaient présentes, que je vais déposer et que je vais essayer d'amener jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas... alors d'abord, je voudrais revenir sur les propos de Nicolas Dieudonné qui nous dit dans le chat. Alors Nicolas Dieudonné, il s'occupe du digital du Premier ministre de... Elio Di Rupo. De Wallonie. Je parle sous le contrôle de Nicolas qui me corrigera dans le chat si je me trompe. Elio Di Rupo, et qui nous dit effectivement les médias traditionnels et les plateformes comme Twitch sont complémentaires. Et globalement, effectivement, on peut. Alors, il pointe un point aussi en creux qui est très intéressant, c'est que on l'a pas encore dit, mais sur Twitch, les lives peuvent être très longs. Nous, on est sur un live qui va durer une demi-heure, on va dépasser un peu, peut-être 3 quarts d'heure. C'est vrai que sur Twitch, on est plutôt sur 2 heures. C'est la norme, 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas aller jusqu'à 4 heures. Donc, c'est sûr qu'on a le temps d'aborder beaucoup plus de sujets. En revanche, il pointe le fait qu'il n'y a pas forcément... Allez, ancien Premier ministre, voilà, je ne suis pas à l'actualité belge suffisamment près, mais désormais ministre-président de Wallonie. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, qu'on a eu la chance, le plaisir d'interroger il y a quelques semaines, au moment où Elio Di Rupo arrivait sur TikTok. Voilà. Donc, je peux revenir en fait à ce que vous évoquiez, Denis. Est-ce que justement il n'y a pas derrière un peu est-ce que c'est pas un fantasme récurrent qu'on voit, qui est de dire on va constituer des textes de loi en s'appuyant sur effectivement les inputs de la population, etc. Parce que c'est pas on retrouve pas un peu cette idée qui est quand même dans l'air depuis très longtemps. Et puis après j'ai une autre question sur le gaming, qui est importante aussi.
dans ce D'accord. Je vais vous répondre, je vais répondre à votre question, si vous permettez, dans un second temps, et je voudrais rebondir sur les propos très justes de Ouais. Monsieur Dieudonné. Tout est dit, en fait. Ceux qui pensent qu'on va dupliquer ce qui passe à la télévision sur Twitch pour trouver leur public, ils ont complètement faux. Il faut utiliser la plateforme Twitch pour ce qu'elle est, un espace d'échange, de dialogue et de développement des idées. Et c'est là-dessus qu'il faut le construire. Je sais qu'il y a un député de la région de Nice qui a voulu lancer sa chaîne Twitch et qui, je ne sais pas s'il a fait du contenu, mais s'il fait comme il fait à la télévision, je suis prêt à parier 10 € et on peut l'enregistrer qu'il va avoir du mal à durer dans le temps et à construire son public parce que sinon les gens ils iront à la télévision. Et puis, il y a ce chiffre hein, qu'on évoque souvent, qui est 95% des streamers sur Twitch, en fait, parlent à un public de 5 personnes. Il y a quelque chose hyper darwinien dans Twitch. Il y a quelques grandes stars, effectivement, qui constituent des grandes communautés. Mais il y a finalement pas beaucoup de middle class, si je peux dire, non ? Exactement, je partage votre avis et pour finaliser là-dessus, clairement Twitch ne remplacera pas, ça sera un adjuvant, c'est-à-dire un outil complémentaire pour les prochaines échéances électorales. Et d'ailleurs, on me pose la question, je n'ai pas répondu, peu vraisemblablement, enfin pas pour les régionales et pas pour les départementales, mais plutôt peut-être, certainement, et je suis prêt par contre là aussi à vous parier avec vous 10 € pour les présidentielles, où il va y avoir une vraie volonté d'utiliser ces médias-là. D'ailleurs, je dis médias parce que, avec un S, parce qu'il n'y a pas que Twitch. Alors, certains nous demandent quel est l'objectif, justement, pour revenir justement à ce que ça prolonge un petit peu la question qu'on avait juste avant. Quel est votre objectif vous, dans les contenus que vous produisez sur Twitch ? Mon objectif, il est simple, il est clair. Il fait partie d'un constat assez particulier que j'ai vécu. Je viens du monde de l'entreprise, comme un certain nombre de députés de la majorité, d'industrie de façon plus précise, dans lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. Je n'ai jamais fait de politique avant et j'ai été élu en 2017. Et lorsque je rencontrais des gens, que je discutais avec eux, la première remarque qu'ils me disaient, mais j'ai du mal à parler avec vous parce que vous êtes politique. Vous êtes un politique. Oui, c'est vrai que je suis député, mais je suis aussi un citoyen à part entière, même si j'ai la fonction de député. Et je voyais déjà ce frein-là. Et quand j'échangeais avec eux, à la fin, souvent, il y avait la remarque de dire « Ah, mais vous n'êtes pas comme les autres élus. » Et en fait, on a une image dans le conscient de beaucoup de nos concitoyens, de nos concitoyennes, de personnes qui sont complètement déconnectées de leur vie et qui ne connaissent pas leur quotidien. Mais aujourd'hui, un grand nombre de députés vont acheter leur baguette de pain, un grand nombre de députés vont faire les courses au supermarché, tout ça. Je crois qu'il est nécessaire, et c'est l'objet de mon message au début, c'est de casser ce fossé qui est sans cesse grandissant entre les élus d'une part et les concitoyens de l'autre. Il en va de l'avenir de notre démocratie. Moins les Françaises et les Français se sentiront représentés par leurs élus, plus notre démocratie sera en danger. Il est donc nécessaire de trouver les outils pour recréer ce lien. Et j'en reviens sur votre question, à savoir, est-ce qu'il faut ou pas avoir de plus en plus de participation de nos concitoyens dans la création des textes de loi? Mais avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui, c'est une obligation. C'est une obligation et néanmoins, il faut y faire très attention. Obligation parce qu'il faut que les concitoyens comprennent ce qu'on fait. Il faut leur rappeler aussi que leurs idées, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, elles ne sont pas des idées de référence. C'est-à-dire que c'est aussi à la fin le représentant du peuple élu par le peuple qui tranche. Et que ce n'est pas parce qu'on fait une proposition d'amendement que par défaut, je dois la mener jusqu'au bout. J'ai le libre arbitre et c'est ma responsabilité en tant que député de faire le tri entre les propositions qui me sont faites. Et il y a aussi un autre risque qui aujourd'hui est omniprésent, c'est la réalisation, la création
d'entités globales composées d'un certain nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour essayer de faire passer leurs messages qui ne sont pas représentatifs de la majorité de nos concitoyens comme représentatifs de la majorité de nos concitoyens. On a une vraie stratégie de quelques entités qui se disent apolitiques, mais qui sont en fait politiques, de vouloir imposer le débat et les réponses aux questions du débat. Vous les voyez sur Twitch? Ils ne sont pas aujourd'hui présents sur Twitch. Par contre, bien entendu, ils sont omniprésents sur des réseaux sociaux tels que Twitter, par exemple. Alexandra. Oui, pour revenir à l'approche de l'élection présidentielle, je voulais savoir si vous pensiez que le CSA doit se pencher sur l'encadrement du temps de parole des politiques sur les nouvelles plateformes, pas que Twitch, mais aussi Clubhouse ou Instagram. D'accord. Je vais répondre dans un second temps à votre question. Je vais répondre à la question sur le chat. Quel est votre objectif en cultivant cette relation de proximité avec votre audience? Vous savez, moi j'aime beaucoup la phrase de Socrate. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ben, en fait, je crois que plus on est autour de la table, plus les idées seront bonnes. C'est assez basique, mais je viens du monde de l'entreprise. La réflexion de la stratégie de l'entreprise, c'est pas le patron qui la faisait seul dans son bureau, on la faisait ensemble. Les amendements que je construis, la réflexion que j'ai, elle se fait toujours de façon collective et collaborative avec mes collaborateurs, mais aussi avec les personnes que je rencontre. Maintenant, pour vous répondre à votre question sur le CSA, est-ce qu'il faut mesurer, maîtriser le nombre d'heures de diffusion sur telle ou telle plateforme? Je crois qu'il faut dissocier vraiment deux types de plateformes que sont d'un côté la télévision et la radio et d'un autre côté d'autres types de plateformes telles que peuvent être Twitch ou TikTok. À la télévision ou à la radio, à la télévision ou à la radio, vous avez un nombre d'heures qui est fini. Quand je dis fini, c'est la notion mathématique de, dans une journée, il y a 24 heures. Sur une chaîne de télévision TF1, France 2 ou autre, on ne peut pas faire plus que 24 heures dans une journée. Et que donc, du moment où un contenu prend un peu plus de temps, ça a quelque part une réponse mathématique qui fait que les autres contenus seront plus courts, puisqu'on ne peut pas augmenter le nombre d'heures. C'est une ressource rare. C'est une ressource rare, exactement. Mais c'est pareil pour les radios. Inversement, sur des plateformes telles que Twitch, vous pouvez faire autant de contenu que vous le voulez. C'est une ressource qui est, elle, infinie, qui n'est pas finie. Et donc, ce qui fait la qualité d'un contenu, ce n'est pas sa durée dans le temps, c'est le nombre de personnes qui va consulter le contenu. Et que donc, là-dessus, pourquoi imposer un nombre d'heures spécifiques, alors qu'en fait, si ça ne plaît à personne, personne n'y viendra. Alors, une question, je reviens sur le gaming à l'instant juste. Donc, vous parliez tout à l'heure des événements caritatifs. Il y a bien sûr The Event sur Twitch, qui est un événement colossal, qui monte en puissance d'année en année, qui permet de lever beaucoup d'argent. Et vous avez participé à la dernière édition de The Event avec d'ailleurs Jean Massier d'Acropolis et Hugo Bernalicis, pardon, je suis désolé si je ne voudrais pas écorcher son nom, qui est député LFI du Nord. Et donc c'était un live avec Jean Massier, 2 députés, et vous avez joué donc à League of Legends. Bon, moi j'ai 2 questions. Alors, la première question hyper importante, est-ce que un député LFI joue pas la même façon sur LoL qu'un député LRM? Ça, c'est super important à savoir, parce qu'il y a des techniques propres à LFI. Et plus sérieusement, est-ce que c'est pas une façon aussi de séduire un public jeune? Est-ce qu'on peut pas vous faire un reproche de début de, alors je lance le mot parce que j'ai lu, de démagogie dans cette démarche qui consiste en fait à jouer sur Twitch quand vous êtes député? Question ouverte. Alors, plein de questions. Alors déjà, juste pour rappeler, je n'ai pas participé au Z-Event en tant que tel, en tant qu'invité direct du Z-Event. J'ai participé au Z-Event au travers de la chaîne de Jean Massier qui nous a invités. Oui, parce qu'il y avait des... chaque streamer peut avoir aussi une collecte de son côté. Enfin, voilà, c'est... Tout à fait. Et d'ailleurs, ça pose une vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les influenceurs
ne souhaite pas inviter lors de ce type d'événements des personnes qui sont politisées par peur de l'image que ça fait paraître. Et d'ailleurs, ça me permettra donc de répondre dans le premier temps à votre deuxième question. Vous le déplorez de ne pas avoir pu être invité à l'événement The Event officiel. Je ne le déplore pas. Il ne m'appartient pas de dire que je le déplore. Je préfère souligner. Non, je ne le déplore pas parce que ce que fait Zerator, qui est l'organisateur du Z-Event avec Dash, est quelque chose d'extraordinaire. C'est génial. Et je suis plutôt en soutien de ce qu'ils font et jamais je ne critiquerai leur action. Néanmoins, je remarque cette volonté de l'ensemble des influenceurs de ne pas vouloir s'afficher avec un politique par peur qu'on les attribue, qu'on leur dise « vous faites de la promotion de tel ou tel mouvement politique, c'est pas bien ». Et je vais donc aller plus loin dans l'analyse. Lorsque vous posez la question, est-ce que aller faire des live Twitch, c'est quelque part quelque chose qui est une volonté de mettre en place une stratégie pour amener des gens à voter pour vous? Enfin, moi, je faisais du jeu vidéo avant d'être député, j'en ferai encore après. Et en fait, c'est quand même assez incroyable dans notre société où la remarque est toujours de dire les élus, ils sont différents de nous. Mais quand ils sont comme nous, c'est parce qu'ils veulent nous avoir politiquement. En fait, quand on écoute les gens, vous êtes coincé. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ben, je crois qu'en fait, la meilleure des choses à faire maintenant dans notre société, et je crois que ce que les élus devraient faire, c'est de se dire, ben oui, j'ai des responsabilités, donc je dois aussi avoir une certaine tenue, mais en même temps, je suis comme vous. Et si moi, le soir, après le passage dans l'hémicycle, j'ai envie de faire une game de League of Legends, je fais une game de League of Legends. Et aujourd'hui, malheureusement, on oppose la personne qui fait du jeu vidéo d'une part et la personne qui fait la politique d'autre part. D'autant qu'on peut dire que vous avez lancé la mission sur les jeux vidéo au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'est aussi un sujet que vous apportez au cœur de l'Assemblée nationale. Sur différents traitements, les femmes au cœur des jeux vidéo. Enfin, il y a plein d'axes que vous traitez dans cette mission. Exactement. Je suis président du groupe d'études jeux vidéo à l'Assemblée nationale, qui est donc un groupe d'études qui a une vocation non pas à légiférer, mais plutôt à réfléchir sur les sujets, c'est-à-dire à faire une veille. Donc, on est vraiment sur la veille des sujets et on y aborde tous les sujets du jeu vidéo de façon transverse, avec, et ça c'est un prisme qui m'est important, c'est la place des femmes dans notre société, donc la place des femmes dans le numérique, donc la place des femmes dans le jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement le même pourcentage de femmes qui travaillent dans le jeu vidéo que le pourcentage de femmes qui travaillent dans le numérique. Et là, on doit mettre en place de vrais travaux, de vraies actions pour que demain, on se retrouve avec une parité beaucoup plus importante. Même si la parité 50-50, bien entendu, n'existe pas, ça doit être un objectif, mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit nous être obligatoire. Et vous avez posé aussi une question sur qu'est-ce qui différencie la France insoumise de la République en marche sur League of Legends. Exactement. C'est important. Question outre le fait que nous sommes meilleurs, mais ça va de soi. La réponse, la responsabilité pour propos. la réponse, vous l'aurez très rapidement, puisque dans quelques jours, et je vous laisse suivre les réseaux sociaux, vous aurez l'occasion de pouvoir assister à un match contre Denis et Hugo pour savoir qui sera le meilleur. Voilà qui est dit sur League of Legends, justement. Sur League of Legends, exactement. Voilà. Est-ce que vous avez une date à donner? Parce que voilà, il faut qu'on le chat va nous poser la question, j'imagine. Donc, la date, vous l'aurez bien entendu en suivant mes réseaux sociaux. Ah voilà. D'accord. Alexandra. Et alors peut-être juste on prend la question de Yann. Donc je pense que les hommes et les femmes politiques oublient ce qu'ils, elles, étaient avant d'être des individus politiques. Bah, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Et vous dites, il ne faut pas l'oublier, il faut assumer ce qu'on est effectivement
Pour notre génération, le game représente beaucoup, etc. Et beaucoup d'entre nous sommes gamers, et il faut l'assumer. C'est ce que vous dites. Mais ce que dit Yann est très juste, et je reviens sur la notion d'élément de langage, c'est-à-dire qu'on a construit au travers de personnes dont c'est le métier d'ailleurs, des avatars, pour reprendre un terme du jeu vidéo, des avatars de ce qu'est un politique. Et on a dit donc aux gens, aux politiques, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu fasses ça. Et tout est calculé, et tout est construit. Je crois qu'on est dans un moment où il faut remettre de simplifier les relations, de dire voilà, je ne suis pas cet objectif que la personne construit. Voilà, je suis juste moi et je pense ça. Alexandra, on va bientôt. Alors, je lis le texte de Nicolas Dieudonné. Donc, le commentaire, les personnalités politiques divisent toujours. Certains verront de la com politique partout et d'autres salueront l'effort pour la proximité et la sincérité. Quelle que soit l'initiative sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à un pourcentage de critiques, mais il vaut mieux essayer d'innover plutôt que de sacrifier les initiatives en craignant les critiques. Si vous voulez réagir. Non, mais c'est très vrai. Et je crois qu'en fait, il faut surtout ne pas prendre les viewers pour des imbéciles. Parce qu'une personne qui arrive sur Twitch en voulant distribuer sa soupe, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, beaucoup pointent des chats qui peuvent être critiques et difficiles. Ce n'est pas le cas de mon côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnes qui viennent sur ma chaîne me connaissent. Ils m'ont déjà vu démonter une NES, la remonter pour en faire cadeau. Ils savent que je suis un rétro gamer. Quand on parle de jeux vidéo... Vous avez eu une entreprise, corrigez-moi si je me trompe, une auto-entreprise pendant 3 ans, je crois, justement de rétro gaming, où vous remontiez effectivement des... C'est ça. Avant d'être député, et comme je suis quelqu'un qui aime pas rester au lit et qui a du mal à rester devant la télévision sans bouger, en rentrant du travail le soir, je récupérais des vieilles consoles et des jeux vidéo que je réparais et que je revendais. Voilà, j'avais une micro-entreprise que j'ai clôturée. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur société.com, Denis Masteglia, vous aurez les dates, que j'ai clôturé une fois que je me suis lancé, entre guillemets, dans la campagne de la présidentielle, parce que c'était juste pas possible. Dormir 4 heures par nuit, ça va bien un moment, mais voilà, j'ai eu besoin de faire un peu de place dans mon agenda. Voilà. Et pour finaliser sur les propos de Nicolas Dieudonné, en fait, on ne peut pas tricher sur Twitch. Ce n'est pas une plateforme où on peut tricher. Les gens posent des questions. Si on ne répond pas aux questions, ils s'en vont et c'est fini. Donc, il faut répondre aux questions. Il faut être ce qu'on est. Et puis, voilà. Si on me pose des questions très techniques en politique, je ne serai peut-être pas le plus compétent pour y répondre. Par contre, si on me parle des choses que je ressens, que je vis, là, c'est beaucoup plus facile. Il nous reste, alors justement, Alexandra, je vais te laisser la parole. Il nous reste 5 petites minutes. On va clôturer. Et peut-être sur la troisième partie, Alexandra, sur justement les tendances. Non. Oui, mais aussi quand on intervient sur des gros lives, par exemple, avec Samuel Etienne, il est facile aussi de choisir des commentaires. Donc aussi, là, on maîtrise sa communication. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre volontairement. Alors, lui dit moins de commentaires que... Bien entendu, mais vous pouvez choisir les questions. Mais si après 5 questions sont des questions qui vous mettent en valeur et qui, quelque part, n'ont pas vocation à faire évoluer le débat, les viewers, ils partiront. La réalité, c'est que les gens, ils restent parce que le débat les intéresse. Si quand il y a des questions qui sont assez générales, qu'elles ne sont pas reprises, les gens, ils partiront. C'est vraiment une plateforme de consommation. C'est-à-dire que vous créez un contenu quel qu'il soit et on ne peut pas définir qu'il est de qualité ou pas de qualité. Ce qui fait que votre contenu sera qualifié comme un contenu quelque part de qualité, c'est le nombre de viewers. Vous pouvez mettre des milliards d'euros, si vous avez 0 viewer qui viennent vous voir, votre contenu ne sert à rien. Vous pouvez faire ça avec une bougie dans votre chambre. Si vous avez 5000 personnes ou 10 000 personnes qui viennent vous voir, là, c'est que vous avez gagné, vous avez trouvé votre public. Voilà. Et donc, Yann qui nous dit, je pense qu'il serait mieux de nos jours que les hommes et les femmes qui font de la politique gardent leur personnalité bonne ou mauvaise. Ah oui, alors donc il semble pas tout à fait d'accord avec vous.
Oui, on a des fois des politiques qui s'énervent. Trop Et de moi-même, dans l'hémicycle, je les vois s'énerver. Je ne sais pas s'ils sont vraiment énervés ou pas. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils s'énervent dans l'hémicycle et 2 secondes après, je les vois dans les couloirs en train de rigoler. Enfin, moi, quand je suis fâché, je suis désolé, je suis fâché, quoi. D'ailleurs, pour en venir avec votre jeu avec Hugo, vous avez l'air de bien vous entendre. Donc, on imagine qu'un débat télé qui vous. Enfin, je me suis posé la question en voyant effectivement ces Twitch où on vous voit ensemble. Et je suis certain, et vous avez absolument le droit de bien vous entendre. Est-ce que vous verriez opposer sur un plateau de télé, vous boxer dessus? Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver. Et vous pointez un sujet extrêmement important et un sujet de la démocratie. Il y a 2 choses avec Hugo. Il y a l'homme qu'il est et les idées qui sont les siennes. Moi, je suis farouchement opposé aux idées de l'ensemble des partis politiques d'extrême, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et donc, je ne partage aucune vision politique avec Hugo Bernalicis. Maintenant, c'est aussi un homme, nous sommes des hommes, et j'apprécie la personne qu'il est. Nous avons des passions en commun, dont le jeu vidéo, et donc il n'y a pas de raison qu'on soit opposé de cette façon-là. Il faut vraiment dissocier les choses. Et dans notre démocratie, le problème, c'est que souvent, on attribue l'idée à la personne. Et on critique la personne par rapport aux idées qu'elle a. Non, il faut plutôt critiquer les idées, il faut plutôt s'opposer dans la réflexion des idées, mais pas sur la personne. Et donc, si on avait un cas dans la société, ça serait quand même plus mal. Enfin, pas plus mal, plutôt. Donc, on aura l'occasion de voir comment vous départagez vos idées via ce duel sur League of Legends prochainement, et on va suivre vos réseaux. Deux petites questions hyper rapides, si vous pouvez répondre en une phrase. D'ailleurs, trois petites questions très rapides pour conclure le live. Si vous deviez garder une tendance sur Twitch, une tendance, quelque chose que vous voyez émerger qui vous semble hyper intéressant à suivre. Le débat démocratique. On est dans le sujet, justement. La deuxième question, c'est qui vous suivez sur Twitch? C'est quoi vos top 3 streamers que vous suivez? Non, c'était de mon côté. Non, je vous posais une question de qui je suis sur Twitch. Ah, vous regardez, d'accord. Aujourd'hui, je suis abonné à OGaming, OTPLOL et Zerator. C'est-à-dire que tous les mois, je les paye. Je paye pour avoir accès à leur contenu. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à une question que je voulais vous poser. Un politique peut accepter d'être les abonnements, vous pensez, sur Twitch? Et pour ça, il faut qu'il soit partenaire et il faut qu'il ait une certaine visibilité. Mais ça pose pas. Enfin, pensez pas que ça pose un problème? Je pense que ça ne pose pas de problème à la condition que les revenus engendrés soient utilisés de façon transparente. C'est-à-dire que pourquoi ces revenus ne peuvent pas être utilisés pour être donnés à une fondation, à une association ou à toute autre activité. J'aurais plus de mal si c'est pour un enrichissement personnel et ou si c'est pour financer un parti politique. Bon, alors, dernière question. Quel est le sujet de votre prochain Twitch? Ça sera mardi de la semaine prochaine avec le président Lescure. Et on va parler de la taxation mondiale qui est portée par le président Joe Biden avec une volonté donc de taxer les grandes entreprises à hauteur de 12,5% au minimum. Donc on va avoir un débat de façon extrêmement large là-dessus. Et encore une fois, autant ça demande beaucoup de préparation Twitch lorsqu'on veut créer des amendements et créer des échanges, autant ce genre de débat c'est extrêmement intéressant parce que ce qui fait le débat, c'est pas le député, ce sont pas les députés, ce sont les gens sur le chat qui posent des questions et donc il est juste nécessaire de connaître les éléments de langage, c'est-à-dire le sujet, et après de venir répondre de façon directe. Eh bien, Denis Massiglia, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé ce matin. Et on était ravis de discuter avec vous de Twitch, de cette plateforme. Et on va vous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand va avoir lieu cette confrontation au sommet entre LFI et LRM et surtout qui va gagner. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que c'est LRM qui va gagner. Tout le reste, après, à voir sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.